Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un petit peu malade, mais tout de même fidèle au poste, sur une sieste de Félix qui j'espère sera longue et me permettra ainsi de vous détailler toutes mes lectures qui ont ponctué mon mois de janvier. Mon mois de janvier qui est très satisfaisant en termes de rythme de lecture puisque j'ai pris le temps de lire 7 romans. Il y aura quand même 2 livres dont je ne détaillerai pas mon avis dans cette vidéo parce que je pense que vous en avez l'habitude maintenant. Mais lorsque je vlog, je vous parle aussi de mes lectures en cours et je vous donne mon avis dessus. Et d'ailleurs, on commence avec une note catastrophique, une note de 1 sur 5. Pour un livre que j'ai lu en janvier durant ma période de vlog et dont je vous ai déjà pas mal parlé. Il s'agit de La vraie vie d'Adeline Dieudonné, donc je vous le mentionne juste en passant pour pouvoir l'inclure à ce classement mensuel bien sûr. Mais ce livre, beaucoup l'ont lu, j'ai l'impression que tous l'ont aimé, en tout cas moi je n'ai absolument pas accroché. Je poursuis avec la note de 2,5 sur 5, donc malheureusement, voilà, je place le tome 9 de la série Gardien des cités perdues de Shannon Messenger à cette place-là et avec cette note-là. C'est sûr que plusieurs tomes en arrière, j'aurais jamais imaginé mettre une note aussi basse à l'un des tomes de cette série que j'ai reçu de la part des éditions Lumen il y a quelques temps de ça déjà, je crois que c'était avant mon accouchement. Je ne l'ai pas lu plus tôt parce que je savais qu'il faudrait que j'y consacre du temps et je voulais avoir récupéré un petit peu en énergie pour ne pas lire ce livre qui est très épais sur un mois et demi. Voilà, donc je pense que j'ai dû le lire en 1 semaine et demie à peu près et ça a été d'ailleurs ma toute première lecture de l'année, ma toute première lecture du mois de janvier. Alors que se passe-t-il dans ce tome 9? Qu'est-ce que je peux vous dire sans trop vous en dire, parce que aussi avancé dans la saga, étant donné qu'il ne reste plus qu'un tome qui sortira derrière et ce sera terminé, c'est difficile de trop vous en dire sans vous spoiler. On va dire que dans ce tome 9, Sophie, qui est notre héroïne, une petite elfe, va partir à la recherche de son amie Kifé, qui a disparu. De son plein gré d'ailleurs, tout en enquêtant avec ses autres amis sur le projet Lune Stellaire. Voilà, ça vous résume un petit peu tout en restant extrêmement vague et je pense qu'il faut pas en savoir plus. Pourquoi il faut pas en savoir plus? Parce que dans ce tome-ci, à l'image des quelques tomes précédents, il se passe à peu près, allez, 2 actions et demie. Et c'est ce qui m'a vraiment fâchée avec la saga, c'est-à-dire que on avait commencé sur les chapeaux de roue avec les premiers tomes qui étaient hyper fouillés, hyper détaillés, hyper riches, hyper prenants, hyper haletants, tout en émotion, tout en finesse. Et là, on oscille, on navigue entre des atermoiements à n'en plus finir. Ce livre est définitivement trop bavard et c'est bien là son pire défaut, c'est-à-dire que il y a des dialogues à n'en plus finir. On est dans les pensées de l'héroïne, alors on a fait ça et maintenant comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire plutôt ça, et est-ce que je l'aime et est-ce que lui je ne l'aime plus, et est-ce que... Voilà, c'est un livre qui est auto-centré sur son héroïne, qui parle à n'en plus finir, et du coup, comme il n'y a que des dialogues et comme il n'y a que des réflexions sur soi, et bah il se passe finalement pas grand chose du point de vue des actions. Et on s'ennuie, franchement on s'ennuie. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce qu'il s'est passé beaucoup de temps depuis la sortie du tome 8. Il s'est passé 2 ans je crois, étant donné que l'auteur a eu son bébé, donc elle a mis l'écriture sur pause, ce qui en soi est légitime, hein, c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. Mais le fait est qu'il s'est passé beaucoup trop de temps entre le tome 8 et le tome 9, donc j'ai eu du mal à rentrer à l'intérieur. En plus de ça, j'avais fait le choix de ne pas demander de recevoir le tome 8 et demi, parce que c'était un tome qui apportait franchement pas grand chose, dans le sens où on revenait un peu sur la vie des personnages, l'univers, l'école de Foxfire, etc. Il nous apprenait finalement pas grand chose, c'était plus un tome de collection pour les fans, je dirais. Mais il avait quand même une utilité, c'était d'introduire ce tome 9, puisqu'on avait le début du tome 9 sur à peu près une petite centaine de pages. Mais bon, à mon avis, vu que on a bien vu dans ce livre aussi que sur 100 pages, il se passe quasiment rien, j'ai pas eu l'impression d'un gros manque du fait de ne pas avoir lu les 100 premières pages officielles de ce tome 9. Voilà. Donc très déçue. J'ai quand même choisi de mettre la moyenne à ce livre et pas plus bas.
parce que quand même gros plaisir de retrouver l'héroïne et tout cette ribambelle de personnages secondaires. La légende de Potkin le Brave m'a permis de monter un tout petit peu au niveau de la notation puisque j'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5. Là aussi, à l'image de la vraie vie d'Aline Dieudonné, je ne vous en dirai pas plus puisque je vous ai déjà livré mon avis en détail dans mon vlog du mois de janvier. En fin d'année dernière, j'ai tourné une vidéo dans laquelle j'étais sur mon compte Livre Addict sur mon téléphone et je piochais 5 livres au hasard dans ma pile à lire en vous disant bah voilà, ces 5 livres qui sont apparus, eh bien je les lirai tous les 5 en 2023. Donc évidemment 2023 a commencé et moi bah, je commence par la même occasion à lire au fil du temps eh bien, ces livres qui m'ont été choisis par le pur hasard. Et parmi ces 5 livres, il y avait une véritable relique de ma pile à lire, puisque ce livre, je crois si ma mémoire est bonne, que je me le suis acheté en 2015. Il s'agit du premier tome de La Déferlante de Michael Buckley, qui est sorti aux éditions PKJ. Alors, pour la petite histoire, il s'agit d'une trilogie que vous avez peut-être sans doute vu passer à l'époque, étant donné que ce premier tome était plutôt bien noté. Il y a eu un tome 2 sorti en français, et après, on n'a jamais eu la suite qui a été traduite. Donc moi, ça m'a franchement dissuadée de me procurer le tome 2, et ça m'a franchement dissuadée de sortir de moi-même, physiquement, ce livre de ma bibliothèque pour le lire. Mais en même temps, je savais qu'il était bien noté et j'avais pas envie juste de le revendre ou de m'en débarrasser d'une autre manière. Donc je me suis dit bah non, je le lirai un de ces 4. Et finalement, heureusement qu'il y a eu ce tirage au sort parce que sinon, je pense que ce livre, je l'aurais pas lu avant encore quelques années. Voilà. Et le fait est que j'ai passé un bon moment. J'ai mis la note de 3 sur 5 à cette histoire. Alors, on est dans un récit de science-fiction. On a les Alphas, qui est un peuple issu de la mer et qui regroupe des tritons, des sirènes, voilà, d'autres créatures vraiment aquatiques. Les Alphas vont sortir de la mer. Ils sont à peu près 1 millier à sortir de l'eau comme ça, du côté de Coney Island. Et ils vont tenter, tant bien que mal, de s'intégrer à la société humaine. Et notre héroïne s'appelle Lyric, c'est la fille d'un policier. Elle va être missionnée pour approcher le prince des alphas qui s'appelle Fatum et tenter de l'aider à s'intégrer en lui apprenant notamment à lire. Voilà. Alors, c'est très young adulte, mais franchement j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était un récit surprenant. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver ce que j'ai trouvé à l'intérieur et ça a été véritablement une belle surprise. J'ai vraiment aimé le rythme. D'ailleurs, j'étais assez étonnée quand j'ai commencé à lire ce livre, mais on rentre vraiment dans le vif du sujet. Moi, je pensais qu'on allait voir petit à petit les alphas sortir de l'eau, rencontrer les humains pour la première fois, et pas du tout. Quand le récit commence, les alphas, ils sont déjà tous sortis et l'intégration se passe déjà mal. Et d'ailleurs, ce livre, c'est une véritable dénonciation du racisme. Alors certes, voilà, c'est pas des personnes qui sont noires de peau ou quoi que ce soit. Ce sont des créatures imaginaires, mais le racisme, il est clairement là. Je n'imaginais pas, en débutant le livre, assister à des réactions aussi vindicatives, aussi haineuses. On a des scènes qui sont parfois franchement violentes. Et le tout était franchement, eh bien, très réaliste et, et très parlant, voilà. Je vous cache pas qu'il y a une petite romance, bien que ce soit pas non plus un tome centré là-dessus, mais on peut quand même faire un petit parallèle intéressant sur l'amour entre Roméo et Juliette et sur l'histoire d'amour entre Fatum et Lyric. Les personnages sont d'ailleurs hyper convaincants. J'ai été très intéressée par ce qu'ils avaient à apporter et hyper intéressée de manière générale par la mythologie qui entoure les alphas et que l'auteur a pu créer. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et alors, si je dois quand même mettre un bémol, je dirais que la seule chose qui m'a chiffonné dans cette histoire finalement, c'est le manque de subtilité dans l'évolution de la relation entre Fatum et Lyric. Voilà. Donc finalement, je n'en attendais absolument rien de ce livre et du coup, j'ai été très agréablement surprise. Maintenant, c'est pas un livre, vous vous en doutez, je pense, que je vais conserver dans ma bibliothèque parce que comme la suite ne sera jamais traduite en français et que c'est même compliqué à l'heure actuelle de trouver en état neuf le tome 2, bah voilà, je suis pas très emballée à l'idée de continuer la trilogie, mais je suis bien contente en tout cas d'avoir lu ce premier tome. En revanche,
le livre suivant, mes attentes étaient hyper élevées et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai finalement été un peu déçue. Bien que ce livre n'est pas à rougir de la note de 3 sur 5, il s'agit du Chant d'Achille, donc c'est écrit par Madeline Miller et j'en attendais rien de moins qu'un coup de cœur, donc forcément entre un coup de cœur et un 3 sur 5, bon voilà, c'est pas tout à fait pareil. Alors le chant d'Achille c'est quoi? Eh bien le chant d'Achille c'est une revisite de l'Iliade d'Homère puisque dans ce livre Madeline Miller s'attache au destin tragique et à la romance qui ont uni Patrocle et Achille. Voilà. Alors dans les points positifs, je dirais que j'ai beaucoup apprécié l'écriture de l'auteur parce que j'ai trouvé qu'elle réussissait à merveille à véhiculer plein de belles émotions. D'ailleurs j'ai adoré toute la première partie de l'histoire parce que c'est celle que j'ai trouvée la plus riche, la plus satisfaisante, la plus intéressante. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir s'entrecroiser les destins des héros et des plus grands rois de la Grèce antique. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je vous l'ai dit, je pense, mais j'ai toujours été assez fascinée par la mythologie. C'est pour ça que j'avais autant d'attentes à l'égard de ce livre. Et au niveau des points négatifs, eh bien, c'est lié à toute la deuxième moitié du roman qui aborde le sujet de la guerre de Troie. Donc là, en fait, je suis pas très étonnée finalement de ne pas avoir trop apprécié ce passage, puisque j'ai jamais trop aimé les récits concernant la guerre, le détail des combats à n'en plus finir. Moi, c'est pas quelque chose qui me fascine du tout, ça ne me passionne pas, au contraire, ça m'ennuie. Et en effet, j'ai trouvé le temps long dans la deuxième partie du récit. J'ai trouvé que c'était assez redondant, assez répétitif. Et puis malheureusement, il y a une autre chose qui m'a chiffonnée à travers le personnage d'Achille, qui est bien différent du personnage de Patrocle, que lui j'ai adoré parce que je l'ai trouvé vraiment pourvu d'une grande sensibilité, d'une grande capacité d'écoute, toujours dans l'apprentissage et l'amélioration de soi. Tandis qu'Achille était véritablement insupportable, assez insensible, rempli de fierté et trop sûr de lui, voilà. Donc ben finalement un avis en demi-teinte, c'est quand même plus positif que négatif, mais en 2023 j'ai pris la décision de faire un tri assez drastique dans les livres que je souhaite conserver dans mes bibliothèques. C'est-à-dire que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer des stories dans lesquelles je vous montrais mon dressing sur Vinted où je me défausse de beaucoup de livres parce que dans mon dernier vlog, j'ai complètement réagencé mes bibliothèques et je me suis débarrassée de plusieurs dizaines de bouquins que je sais pertinemment que je ne relirai pas. Et maintenant, à la fin de chaque lecture, lorsque je les note dans mon carnet, je me pose la question, ce livre, est-ce que vraiment ça vaut la peine de le garder? Est-ce que vraiment je vais prendre la peine de le relire un jour? Si la réponse est non, eh bien je le vends dans la foulée. Voilà. Et du coup, ce livre, je peux vous le montrer là, mais il est d'ores et déjà vendu. Il faut qu'on fasse le carton avec mon mari cet après-midi et que je parte l'expédier dans la foulée. Voilà. Donc c'est pour vous dire que vraiment maintenant, je deviens encore plus exigeante avec les livres que je choisis de garder. Et celui-ci, même si c'est un 3 sur 5, je sais que j'aurais pas envie de le relire un jour, donc je ne le garderai pas. Et alors il me reste 2 livres à vous montrer dans cette vidéo. Il s'agit de 2 coups de cœur. Je m'attendais vraiment pas à commencer janvier comme ça sur les chapeaux de roue avec ces 2 merveilleuses lectures. On va dire que l'un de mes coups de cœur était quand même attendu puisqu'il s'agit d'une relecture d'un livre que j'ai lu il y a 2 ans et qui déjà à l'époque m'avait valu un beau coup de cœur. Donc pas de surprise, mais c'est quand même un livre que j'ai lu au préalable en anglais, donc il y avait quand même un aspect découverte puisque je l'ai lu pour la première fois en français. Il s'agit du premier tome de la trilogie de J. Christophe qui s'intitule Nevernight. Alors oui, c'est vrai que ce roman, je vous en ai un petit peu parlé dans mon vlog, mais je ne pouvais pas ne pas y revenir dans cette vidéo, tellement j'ai envie de faire connaître au plus grand nombre cette histoire incroyable. Alors, cette histoire qui a complètement trouvé son public, qui a complètement trouvé ses fans, mais qui, j'en ai conscience, ne plaira pas à tout le monde parce que c'est un récit de fantasy qui est quand même hyper cru, hyper violent, hyper sanglant. Voilà. Mais bon, clairement, même si je peux être un peu chochotte sur les bords pour certaines choses,
Vraiment, j'ai trouvé mon compte dans cette histoire. Alors, de quoi parle cette histoire? Eh ben, ça commence de manière assez classique par une histoire de vengeance. On a Mia qui a 11 ans et qui va assister à la pendaison de son père, qui était un haut gradé qui a comploté contre le Sénat et qui du coup a été pendu en place publique pour l'exemple. Voilà. Depuis, Mia rêve de se venger. Elle a trouvé un mentor auprès d'un vieil homme qui s'appelle Mercurio, qui va la façonner, la polir pour qu'elle puisse intégrer les rangs de l'Église rouge, qui a en son sein une armée d'assassins, qui sont appelés des lames. Voilà. Donc Mia rêve de devenir une lame dans le but de pouvoir se rapprocher du Sénat et de tuer les personnes qui ont été à l'origine du décès de son père. Il y a une grosse partie de l'histoire qui se passe dans l'église rouge et qui s'attache à l'apprentissage de Mia à travers des cours qui sont hyper violents et hyper sanglants et évidemment très 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 dangereux. C'est sombre, c'est dérangeant, l'univers est hyper détaillé, très riche, fouillé, audacieux. Et le livre est hyper original aussi dans sa construction. On a un livre, une histoire qui est écrite d'un point de vue omniscient, sauf qu'on ne sait pas du tout dans ce premier tome qui écrit l'histoire. On sait qu'il s'agit d'un personnage qui a connu Mia de très près et qui se permet des petites observations en cours de route assez humoristiques, donc ça permet aussi d'alléger cette atmosphère assez sombre et étouffante. Mais c'est assez intriguant de se dire mais qui est en train de raconter l'histoire de Mia? Qui est cette personne qui sait autant de choses sur elle? Donc évidemment voilà, j'ai quelques petites idées en tête dont je ne vous dirai rien parce que ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque. Mais il y a cet aspect-là que j'aime beaucoup de l'histoire, même si ce qui peut un peu faire suer les lecteurs, il faut le dire, ce sont ces nombreuses notes en bas de page qui sont parfois très étendues. Et alors c'est original parce que je me demande si à la traduction ils en ont pas enlevé certains, parce qu'il me semblait que dans mon livre en anglais il y en avait beaucoup plus. Mais en tout cas très régulièrement on a des notes parfois aussi longues que celle-ci qui nous expliquent des choses sur cet univers, que ce soit sur l'architecture, que ce soit sur l'aspect politique ou religieux, et à chaque fois, voilà, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que ça nécessite d'entrecouper sa lecture pour se plonger dans la note. Alors en anglais, je vous cache pas que j'ai lu un tiers de toutes ces notes. En français, je les ai toutes lues. On peut très bien comprendre l'histoire sans lire aucune de ces notes. Ça ne dénaturera pas le texte. Donc l'écriture, elle est du coup très détaillée, mais elle est aussi dynamique. On a un récit qui est riche en action, qui est complexe au niveau de l'intrigue, qui nous apporte beaucoup de rebondissements. Et mon cœur a été déchiqueté en miettes lorsque j'ai lu ce livre pour la première fois en anglais. Donc là, je savais à quoi m'attendre. Donc j'ai pris les choses avec un petit peu de hauteur. Mais c'est vrai qu'il y a des passages absolument inattendus. C'est-à-dire que j'ai rarement eu autant de surprises au cours d'une lecture qu'en lisant ce livre. Voilà. Il faut vraiment commencer sa lecture en s'attendant à tout. Quant aux personnages, je les ai adorés, ils sont absolument géniaux, les principaux comme les secondaires. Ils sont tous très détaillés, très fouillés au niveau de leur personnalité, ils sont extrêmement charismatiques et ils sont aussi complexes, très ambivalents dans leur personnalité. Je suis tellement heureuse de m'être replongée dans cet univers. Alors là, bien sûr, maintenant que j'ai relu ce livre, je vais pas m'arrêter encore pendant 2 ans avant de saisir le tome 2, non, non, non. Je vais lire le tome 2 le trimestre prochain et le tome 3 le trimestre d'après. Donc je me les marathonne pas, mais je laisse pas non plus passer plein de mois entre la lecture de 2 tomes pour rester quand même eh bien, avec des souvenirs bien ancrés dans ma tête et pouvoir replonger facilement dans ma lecture. Et je passe à ma dernière lecture de janvier. J'ai vraiment gardé sans le savoir le meilleur pour la fin, puisque là aussi j'ai donc eu un coup de cœur pour ce livre, et un coup de cœur assez inattendu puisque je nourrissais de nombreux doutes à l'égard de ce livre. Il s'agit du premier tome de la trilogie Magic Charlie, écrit par Audrey Alouette. Vous le savez, je vous en ai parlé il y a de nombreuses années de ça. J'ai lu un autre roman de l'auteur que j'ai véritablement détesté. J'ai trouvé que l'écriture était lourde, était empoulée, le récit était ennuyeux à l'extrême.
Bref, ça n'a pas été une franche réussite et même si cette trilogie a été encensée par la critique, je me suis dit ouh là là, j'ai peur de ne pas accrocher du tout. D'autant qu'il y en avait beaucoup qui comparaient ce livre à Harry Potter et j'avais pas du tout envie d'avoir une redite de Harry Potter. Donc ce livre, je l'ai maintenant lu, j'ai pu me faire mon propre avis et je peux vous dire que c'est très différent d'Harry Potter et que si on doit rapprocher ce livre d'un autre livre très connu, je dirais que c'est plus proche de Nevermore que de Harry Potter. Alors dans cette histoire, la grand-mère de Charlie, notre héros, a disparu il y a 5 ans de ça sans laisser de traces. Elle va revenir du jour au lendemain, se réinstaller dans la maison de Charlie et de sa maman, complètement amnésique. Et alors du coup cette histoire, c'est un peu la quête des souvenirs de la grand-mère par Charlie, qui va découvrir par la même occasion que sa grand-mère est une magicienne et il va découvrir que lui aussi, il peut posséder certains pouvoirs. Voilà pour ce qui est de l'histoire. Alors ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'univers, enfin comme tout le monde, l'univers il est très léché, c'est-à-dire qu'on a un sens du détail absolument hors du commun. On a un univers magique incroyable qui s'offre à nous et qui est absolument passionnant avec des petits détails absolument truculents. On a des tartes chercheuses, on a des beignets de prédiction, on a une serpillière enchantée, enfin bref, on a tellement d'éléments comme ça qui sont absolument attendrissants que j'ai trouvé que ce livre avait un côté très réconfortant. Alors certes, il arrive des choses vraiment pas drôles à ce pauvre Charlie qui a littéralement une épée de Damoclès au-dessus de la tête tout au long de ce tome, mais et ben voilà, de manière paradoxale, moi je me suis sentie bien dans cette histoire parce que j'ai totalement intégré cet univers magique, je l'ai trouvé très visuel, l'écriture elle était soignée et imagée, j'ai pas retrouvé cette lourdeur dans les phrases que j'avais retrouvées dans le précédent roman de l'auteur. Là au contraire, voilà, c'est dynamique, c'est plaisant, c'est bien amené. Alors c'est pas réellement surprenant parce qu'il y a pas mal de petites choses dont on se doute à l'avance, mais bon, faut pas oublier que c'est un livre pour la jeunesse et donc c'est écrit pour les plus jeunes d'entre nous et ça fonctionne vraiment très très bien. Si j'ai tout de même un bémol à émettre, c'est qu'il y a un aspect un petit peu brouillon qui se dégage de l'ensemble. Parfois on se demande un peu où est-ce que l'auteur veut en venir. Ça se perd un peu dans tous les sens. J'espère que c'est une impression qui se corrigera dans les tomes 2 et 3, mais franchement pour ce qui est du premier tome, eh bien, je suis totalement convaincue et absolument ravie d'avoir révisé mon jugement sur l'écriture d'Audrey Alouette. On a un timing incroyable avec Félix, je l'entends pleurnicher dans son lit à l'instant et moi je viens tout juste de terminer ma vidéo, donc c'est parfait, ça se goupille à merveille cette histoire. Donc je vais vous laisser là, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous donner quelques idées de nouvelles lectures à effectuer de votre côté. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, pour me dire aussi si vous avez lu certains des livres dont j'ai pu vous parler, pour m'indiquer ce que vous en avez pensé et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!